Aujourd'hui, j'entame le week-end. Enfin, grosse journée, grosse semaine. Beaucoup de boulot, beaucoup de choses. C'est le moment de parler de Benyamin. J'ai déjà fait une vidéo sur Benyamin et sur enfance berlinoise parce que c'est... J'ai pas lu tout Benyamin, moi, du tout, du tout, du tout. Mais j'adore enfance berlinoise autour de 1900 et c'est un de mes textes préférés. Et je suis pas super contente de cette vidéo que j'avais pu faire parce qu'elle est assez mêlée. Je parle de pas mal de textes d'un coup et je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais je l'ai pas réécouté, je crois que je parle déjà de ce texte dont j'ai envie de parler plus aujourd'hui. Moi, je l'appelle le texte des chaussettes, mais il s'appelle Armoire, faut que je le retrouve. Là, j'ai l'édition Maurice Nadeau, donc traduite, texte traduit et édition revue par Jean Lacoste. Donc, on va le mettre comme ça. Alors, quand je sais que c'est le texte des chaussettes, j'ai préparé mes chaussettes. Et elles sont bien là. Hop. Et le... Alors, elle est super compliquée, l'histoire d'enfance berlinoise, ça j'en avais parlé. Plus précisément que je ne pourrais le faire là, maintenant, tout de suite. Donc, la date allemande, c'est dans Gesammelt Schriften, zur Kampfverlag, et 72. Et la traduction française, 78, 88, 2007 pour cette édition. J'ai juste envie de lire tranquillement ce petit texte que j'aime beaucoup et que j'ai commencé à lire. Je l'avais déjà fait avec mes étudiants cette année, avec mes élèves. Mes petits secondes, ce petit texte Armoire. Alors, je ne le lis pas en entier. Là, je pense que je vais le lire en entier et je leur en parle pas. Je regarde juste l'effet que ça fait. Il y a des groupes où ça a marché, d'autres pas. Il est situé entre mendiants et prostituées et un ange de Noël. Alors, on se rappelle, les textes d'enfance berlinoise, ils ont été écrits à l'époque où Benjamin était quasi clochard. À Paris, et notamment sur les fiches de prêt de ce qu'on appelle aujourd'hui la BNF, c'est-à-dire, en fait, c'est un texte qui n'a pas en soi de linéarité. On sait qu'il y a quelques textes, notamment le petit bossu, qui lui, est toujours placé de façon terminale dans le livre. Mais les autres sont écrits pour être des fragments, et des fragments qui peuvent bouger. Donc, oui, c'est entre mendiants et prostituées et l'ange de Noël, et en même temps, c'est juste là, et c'est juste Armoire. Un petit peu de tisane, parce que pour Benjamin, il faut bien de la douceur. Et ça, c'est compliqué. Bon, on va voir ce qui vient. Armoire. Donc je suis page 103 de mon édition, je vais aller jusqu'à la page 108, je pense. On lit d'abord. La première armoire qui s'ouvrit lorsque je le désirais fut la commode. Je n'avais qu'à tirer sur le bouton, la porte s'ouvrait avec un déclic et venait vers moi. On gardait mon linge à l'intérieur. Mais au milieu de toutes mes chemises, mes culottes, mes gilets qui doivent avoir été empilés là et dont je ne sais plus rien, il y avait quelque chose qui ne s'est pas perdu et qui redonne toujours à l'accès de cette armoire un aspect aventureux et séduisant. Il fallait que je me frayasse un chemin jusqu'au coin le plus reculé, au fond. Je tombais alors sur mes chaussettes qui se trouvaient là, empilées et rangées à la manière traditionnelle, c'est-à-dire roulées et enveloppées, de telle sorte que chaque paire avait l'aspect d'une petite bourse. Aucun plaisir ne surpassait à mes yeux celui de plonger ma main aussi profondément que possible à l'intérieur. Et pas seulement à cause de la chaleur laineuse de cette petite bourse. C'était la chaussette du dedans que je tenais. Hop là, j'ai perdu ma ligne. Que je tenais dans ma main à l'intérieur de la bourse, qui m'attirait ainsi dans les profondeurs. Lorsque je l'avais étreinte avec mon poing et que je m'étais assuré de mon mieux de la possession de la molle masse de laine, commençait la seconde partie du jeu qui devait se terminer par l'apparition bouleversante de la chaussette. Car maintenant, je voulais déployer la chaussette du dedans hors de sa bourse de laine. Je la tirai un peu plus vers moi jusqu'à ce que s'accomplisse le phénomène qui me plongeait dans la consternation. La chaussette du dedans était bien tout entière déroulée et sortie de la bourse, mais celle-ci n'était plus là. Pas assez souvent, à mon gré, je pus ainsi faire l'expérience de cette vérité énigmatique, la forme et le contenu. L'enveloppe et l'enveloppé, la chaussette du dedans et la bourse sont une seule et même chose. Une seule chose et une troisième chose, il est vrai aussi. Cette chaussette, fruit de leur métamorphose.
Si je songe à la curiosité insatiable avec laquelle je provoquais ce miracle, je suis fort tentée de voir dans mon truc un pendant, un petit frère des contes. Alors là, c'est déjà le passage, là je ne lisais plus, je les ai mis en atelier d'écriture ensuite. Eux aussi m'invitaient dans le monde des écrits, des esprits et des sortilèges pour finalement me rendre immanquablement à la réalité nue, qui m'accueillait pour me consoler comme une chaussette de laine. Des années passèrent. Ma confiance dans la magie était déjà ébranlée. Il me fallait pour la recouvrer des incitations plus fortes. Je commençais à les rechercher dans l'étrange, le terrifiant, l'enchanté et, cette fois encore, c'était devant une armoire que j'essayais de les goûter. Mais le jeu était plus audacieux. C'en était fini de l'innocence. Le jeu reposait sur une interdiction. M'étaient en effet interdites les œuvres que j'espérais voir largement remplacer le monde perdu des contes. Les titres, il est vrai, me restaient obscurs. Le point d'orgue, le majorat, Heimat Torare. Cependant, l'appellation Phantom Hoffmann et l'ordre strict de ne jamais ouvrir ce livre devaient se porter garant pour tous les titres que je ne comprenais pas. Je réussis finalement à y accéder. Il pouvait se faire l'après-midi que je fusse déjà rentré de l'école, avant que ma mère ne fût revenue de la ville et mon père des affaires. Ces jours-là, j'allais sans perdre une seconde vers la bibliothèque. C'était un meuble étrange. On ne pouvait deviner qu'à l'intérieur il abritait des livres. Ses portes enserrées, dans un cadre en chêne, des panneaux de verre. Mais ces vitrines se composaient en fait de petits carreaux en cul de bouteille séparés les uns des autres par une armature de plomb. Et ces carreaux en cul de bouteille étaient colorés en rouge, en vert, en jaune, et étaient donc parfaitement opaques. Aussi le verre de ces portes était-il un scandale, et, comme s'il voulait se venger de son destin d'avoir été si mal employé, il brillait de nombreux reflets maussades qui n'incitaient personne à venir auprès de lui. Pourtant, si j'avais été jadis sensible à l'atmosphère chagrine qui régnait autour de ce meuble, elle n'aurait été pour moi qu'une incitation de plus à ce coup de main que, pendant ces heures engourdies, claires et dangereuses de l'après-midi, je projetais contre lui. J'ouvrais les battants, je tâtais le volume que je devais chercher non dans la rangée de devant, mais dans l'obscurité qui se trouvait derrière. Je feuilletais fébrilement le livre pour retrouver la page où j'en étais resté et, sans bouger d'un pouce, je commençai, en parcourant les pages devant la porte ouverte de l'armoire, à mettre à profit le temps avant le retour de mes parents. Je ne comprenais rien à ce que je lisais. Pourtant, les terreurs que faisait naître chaque voix spectrale, chaque coup de minuit et chaque malédiction se multipliaient et s'accomplissaient grâce aux angoisses de l'oreille qui guettait à chaque instant le bruit de la clé de l'appartement et le choc sourd de la canne de mon père qui tombait, dehors, dans le porte-parapluie. C'était un symbole de la position particulière qu'occupaient les biens spirituels à la maison, que cette armoire fut la seule à être ouverte à tous. Car il n'y avait pour les autres d'autre accès que par la corbeille aux clés qui, en ces années-là, accompagnait la maîtresse de maison partout dans la demeure, sans que cela l'empêchât de les égarer à chaque instant. Le cliquetis du monceau de clés dans lequel elle fourgonnait précédait toute activité ménagère. C'était le chaos qui ainsi se révoltait avant que nous nous saluât l'image sacrée de l'ordre derrière les portes grandes ouvertes des armoires, comme au fond du tabernacle. Cet ordre divin exigeait, de moi aussi, de la vénération et même des sacrifices. Après chaque fête de Noël et chaque anniversaire, il fallait choisir lequel parmi mes cadeaux devait être attribué à la nouvelle armoire, dont ma mère conservait la clé pour moi plus tard. Tout ce qui était sous clé restait neuf plus longtemps. Mais dans mon esprit, il importait moins de maintenir le neuf que de renouveler l'ancien. Renouveler l'ancien consistait pour moi qui étais jeune à le faire mien, et cela, c'était l'œuvre de la collection qui s'empilait dans mon tiroir. Chaque pierre que je trouvais, chaque fleur cueillie et chaque papillon épinglé représentait déjà à mes yeux le début d'une collection. Et tout ce que, d'une manière générale, je possédais constituait une seule et unique collection. Rangée
c'eût été détruire un édifice plein de marrons avec leurs épines, en fait des masses d'armes, de papier d'étain, un trésor d'argent, des cubes de bois, autant de cercueils, de cactus, qui étaient des totems, et des pièces de cuivre, qui étaient des boucliers. Ainsi croissait et se métamorphosait l'avoir de l'enfance dans les tiroirs, les coffres et les boîtes. Et ce qui, dans le conte jadis, provenait de la vieille demeure paysanne, la dernière chambre qui demeure interdite à l'enfant de Marie, s'est rétrécie pour n'être plus qu'une armoire dans la maison de la grande ville. Mais le plus morne de tout dans le ménage de cette époque, c'était le buffet. Seul en effet prenait la mesure d'une salle à manger et de son mystère étouffé, celui qui parvenait un jour à s'expliquer la disproportion entre la porte et le large et massif buffet qui culminait au plafond. Il semblait avoir sur la place qu'il occupait dans l'espace des droits aussi assurés que ceux qu'il avait sur la place qu'il occupait dans le temps, où il trônait comme le témoin d'une parenté de race qui pouvait avoir réuni jadis, au tout début, les biens immobiliers et le mobilier. La femme de ménage qui dépeuplait tout alentour n'avait pas de prise sur lui. Elle ne pouvait qu'enlever et entasser dans la pièce voisine les pots en argent et les soupières, les vases de Delft et les majoliques, les urnes en bronze et les coupes de verre qui se trouvaient dans ses niches et sous ses baldaquins, en forme de conque, sur ses terrasses et ses estrades entre ses portails et devant ses boiseries. La hauteur escarpée, sur laquelle il trônait, les rendait étrangers à toute utilisation pratique. Aussi le buffet ressemblait-il, à juste titre, aux collines des temples. Lui aussi pouvait faire étalage de trésors, comme les dieux aiment en avoir autour d'eux. Pour cela, le bonjour était celui où il y avait une soirée. Déjà à midi, il s'ouvrait comme une montagne pour me laisser voir dans ses puits et ses galeries recouverts de velours pareil à une mousse vert de gris, le trésor d'argenterie de la maison. Ce qui était exposé là n'allait pas par 10, mais par 20 ou 30, et quand je regardais ces longues rangées de cuillères à moka et de porte-couteaux, de couteaux à dessert ou de fourchettes à huîtres, une crainte rivalisait avec le plaisir que je prenais à cette abondance. Que les invités qu'on attendait maintenant ne fussent tous pareils, comme nos couverts. Alors il aurait fallu quand même que je le lise en allemand, ce texte. Là-dessus, j'ai été fainéante. Guillaume, ne m'engueule pas. Tu m'engueuleras pas, tu vas me dire en commentaire. Mais non, moi j'engueule jamais. Mais quand même, ça aurait été mieux. On passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? On est dans l'enfance berlinoise. On est dans ce texte, dans un de ces textes où Benjamin part d'objets qui vont en fait, un peu comme le rat des œuvres d'art, de l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique, finalement, en ce qu'ils ont traversé le temps, être une métonymie de ce temps. C'est-à-dire, finalement, ils sont les reliquats d'une époque et ils font signe vers cette époque. Ici, ce sont les armoires, avec cette surprise que finalement, armoire au pluriel s'ouvre par la première armoire, donc le titre thématique, si on prend Genette, les titres thématiques, ce sont les titres qui auraient dit, je sais pas, poème prend recueil de poèmes, les titres qui annoncent le genre. Ici, ce titre, il laisse place à un titre thématique, et effectivement, il s'agit d'armoire. Mais quand on parle d'armoire, on dit peu parce que finalement, tout le texte va aller d'un mouvement qui entre très rapidement dans l'armoire, passe ensuite à une autre armoire et plus grande, et elle-même plus décrite, avant de décrire une armoire elle-même, qui ensuite va s'ouvrir, mais dans laquelle il ne s'agit plus d'entrer, mais finalement peut-être de voir le monde comme une de ces gigantesques commodes, ou dans un de ces buffets, ou dans une de ces armoires. Bien sûr, ce qu'a d'extraordinaire l'armoire, c'est qu'elle s'ouvre, c'est qu'elle cache, elle dévoile, et elle devient presque une pièce à part entière. En tout cas, elle va être un espace visible, et qui en même temps maintient de l'invisible. En cela, l'ouverture sur la première armoire, qui est une commode, c'est pratique, se fait par un ensemble d'entrées dans le texte qui devient entrée dans l'objet. Et c'est pour ça que j'ai attrapé mes chaussettes. Je n'ai pas d'armoire ici. Et j'ai pris des chaussettes douces parce que ça sera plus agréable pour mes petites mains. Que fait l'enfant ? Il prend les chaussettes que l'on plie de la manière traditionnelle, et je dois donc être ringarde puisque je les plie évidemment aussi comme ça. Il entre sa main dans les chaussettes
Il sent la chaussette du dedans, mais il sent surtout sa main qui est dedans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire pour voir la chaussette dedans, mais ce faisant, il déplie la chaussette et il la perd. Et il se retrouve avec 2 chaussettes. Et une chaussette qui devient finalement le fruit de la métamorphose. C'est-à-dire qu'en sortant, la chaussette se transforme. Elle devient elle-même la chaussette. Alors qu'avant, elle était quoi la chaussette? Je vous rappelle comment on plie des chaussettes. Un grain de lettre, hein, c'est aussi du tuto. Abonnez-vous. Une petite bourse. Alors, c'est du tuto, mais j'ai pas dit que c'était du tuto réussi. Hein. Je suis pas très bonne même en pliage de t-shirt. Mais un jour, je ferai la cuisine en filmant. Tac, la petite bourse. Parce qu'on retourne et on enveloppe. Et ça, c'est vraiment un texte auquel j'avais pensé parce que je l'aime beaucoup. Et que j'avais envie de lire un texte que j'aime et qui est difficile à mes secondes. Et de pas l'expliquer, juste voir, ça prend pas. J'en ai une qui m'a dit « Oh madame, c'est beau ». Et j'étais d'accord, oui, c'est beau. Mais ce qui me plaît là, c'est aussi donc cette espèce de mystère. On va quand même essayer de comprendre comment fonctionne ce mystère, parce que ce mystère, il est à mon avis avec une espèce de métatextualité certainement trop facile. Il est quelque chose comme le mystère littéraire lui-même. Et là, je voudrais répondre à un des commentaires que j'ai eu sur une vidéo précédente sur Zontag. Finalement, ces chaussettes, elles sont le texte littéraire. Quand on sort le dedans, il n'y a plus de dedans, mais il reste le texte. Et en fait, ce qu'on fait quand on interprète le texte, c'est qu'on déplie des chaussettes. Il y en a qui épluchent des oignons. C'est un peu pareil. On déplie la chaussette et on voit comment ça va fonctionner. On met le dedans dehors, mais c'est là où on se rend compte qu'il n'y a plus finalement ni dedans ni dehors. Je reprends le texte. Alors, comme toujours chez Benjamin, on a à la fois un vocabulaire qui est à la fois très solennel, religieux, et en même temps érotique. J'ai pas envie de dire grivois, c'est pas du Pierre Vassiliou. Hein. Et quand je dis ça, je fais partie des gens qui aiment vraiment Pierre Vassiliou. Mais c'est pas cette tonalité-là. C'est encore autre chose qui va se passer et qui se fait par quelque chose de plus subtil qui se rapprocherait du regard amusé de l'enfant de l'adulte sur l'enfant et du regard, j'ai pas envie de dire effaré, peut-être interloqué, perplexe. Moi, j'ai envie de dire, j'ai passé mon enfance à être stupide et j'ai eu l'impression d'avoir commencé à me réveiller, je sais pas, quelque chose comme en master, tard. Et quand je dis stupide, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de raisonnement quoi, mais c'est qu'il y avait d'abord un grand effarement de « oh ». Et j'ai l'impression que Benjamin essaie constamment de retrouver ce « ah », cet effarement. Ma grand-mère, elle a toujours cet effarement, par exemple, ma grand-mère paternelle. C'est « ah bah dis donc ». Ça, c'est vraiment ma grand-mère. « Ah bah dis donc ». Et il y a vraiment ça. Ma grand-mère, elle l'a pas du tout, ça, c'est vraiment une question de personnalité. Oh, on y est. Et cette espèce de « ah » de l'enfant et de ma grand-mère, finalement, l'écrivain arrive d'une certaine façon à le restituer. Il aurait pu le faire de façon encore plus mystérieuse en décrivant des choses sans les nommer. Mais là, il parle d'un enfant qui sait déjà ce que sont des chaussettes. Donc c'est vrai que ça n'aurait pas été la même chose que de décrire des tubes de laine fermés au bout, par exemple. Et on aurait été proche de la devinette. Donc vraiment dans un truc plus ludique. Alors que là, on est dans l'énigme qui est plus solennel. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il voit des chaussettes, mais il faut suivre le texte ligne à ligne, avec tous ces détails, avec toutes ces actions très définies, qui en fait racontent une espèce de foi prototypique de dépliement des chaussettes. Une scène qui s'est probablement faite à d'autres reprises pour faire souvenir, et ça encore, c'est pas exactement dit, mais qui passe par l'imparfait, d'habitude, a priori, ici. Il fallait que je me frayasse un chemin. Donc ça va aller avec quelque chose qui est à la fois religieux, érotique et effaré, en même temps. Ce qui n'est pas gagné. Et cet érotisme, il n'est pas... alors, bon, Benjamin est freudien, mais cet érotisme, il est également quelque chose comme le plaisir de la sensualité
de tous les sens, plus qu'un plaisir sensuel, et qui va se retranscrire par une certaine forme d'érotisme, on va dire, quasi latent dans le texte. Là, c'est avec donc cet aspect aventureux et séduisant de, 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 de ce chemin frayé dans les chaussettes, mais qui passe aussi, donc en fait, déjà, enfin, bien sûr, par le geste de la main qui entre dans l'armoire, puis dans les chaussettes. Et donc évidemment que les chaussettes, elles vont avoir là une connotation sexuelle. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que l'on retrouve l'idée de vagin comme pénis inversé, donc l'inverse, et éventuellement dépliable, qui est encore un modèle anatomique courant à la fin du XVIIIe siècle, une façon de penser les sexes dans une continuité. Je vous renvoie à La fabrique du sexe de Thomas Laqueur, 90. Mais il y a au moins voilà, ce plaisir qui va passer donc. Aucun plaisir ne surpassait à mes yeux celui de plonger ma main aussi profondément que possible à l'intérieur. Bon, on a souvent aimé mettre les mains dans des sacs de lentilles, de haricots, de choses comme ça par exemple. Mais on va avoir donc cette idée, la profondeur, la chaleur, l'intérieur. Les chaussettes elles-mêmes, décrites comme une petite bourse. Là, je suis vraiment du fast cam en fait. Je suis vraiment en mode cam girl, quoi. Avec mes chaussettes. Et donc avec un vocabulaire qui va donner donc des connotations lorsque je l'avais étreinte avec mon poing et que je m'étais assurée de mon mieux donc de la possession molle masse de laine. Tout cela pouvant rappeler donc des chairs par exemple. Des chairs qui finissent donc sur cette apparition bouleversante de la chaussette. Donc après on a mendiants et prostituées, on aura l'éveil au sexe, qui va amener un effarement assez semblable, qui est bon pas mal régulier dans l'enfance berlinoise, mais il y a quand même toujours une connotation comme ça sensuelle, au moins si ce n'est érotique. Et donc, description du phénomène, la sortie de la chaussette, consternation de l'enfant, la chaussette du dedans était bien tout entière déroulée, donc c'est celle-là, la chaussette du dedans, déroulée et entière, est sortie de la bourse, mais celle-ci n'était plus là. Parce que la bourse, c'est la chaussette du dehors. Mais elle qui se déplie aussi. Et ça, c'est important. Pas assez souvent, à mon gré, je puis ainsi faire l'expérience avec les chaussures, notamment l'exégèse, mais pas seulement l'exégèse, mais sur le besoin d'une plénitude, on va dire forme contenue, mais on voit que c'est moche. Je puis ainsi faire l'expérience de cette vérité énigmatique. La forme et le contenu, l'enveloppe et l'enveloppé, la chaussette du dedans et la bourse sont une seule et même chose. Et je persiste à dire, le texte, c'est ça. Un texte, c'est ça. Expliquer un texte, c'est déplier les chaussettes. Une seule chose et une troisième chose, il est vrai, cette chaussette, fruit de leur métamorphose. Et quand il dit cette chaussette, je ne sais plus de quelle chaussette il s'agit. Mais en fait, je pense que c'est la chaussette du dehors qui est encore la chaussette. Parce que la chaussette du dedans, on sait qu'elle était dedans, puisqu'elle était contenue, mais c'est la chaussette du dehors dont on ne se rendait pas compte qu'elle était chaussette. Et dans le texte, il y a encore un texte, et le texte se dédouble. Et c'est exactement ça, je crois, que nous dit Susan Sontag dans Contre l'interprétation, quand il n'y a pas de clivage dedans-dehors. C'est exactement ça. À la fin, il n'y a que des chaussettes. Et on prend son pied. Et là, le rapprochement, il va se faire avec de la littérature, ce qui renforce bien sûr l'interprétation que je propose, et qui est courante. Si je songe à la curiosité insatiable avec laquelle je provoquais ce miracle, encore le vocabulaire religieux, je suis fort tentée de voir dans mon truc un pendant, un petit frère des contes, donc qui va comme ça redoubler, avec quelque chose, donc eux aussi m'invitaient dans le monde des esprits et des sortilèges, donc de la magie, parce qu'on se rappelle, la magie pour un enfant, c'est ce qu'il ne comprend pas, c'est ce que je dis à mon kiné là il y a 2 semaines, que je lui ai demandé mais c'est magique, il m'a regardé, je lui ai dit bah si je comprends pas c'est que c'est magique. Là il a rigolé, ça a mis un peu de temps. Pour finalement me rendre immanquablement à la réalité nue qui m'accueillait pour me consoler comme une chaussette de laine. Et chez Benjamin, la réalité, quand elle est nue, elle est consolante. Elle n'est pas forcément ce qui cogne, parce que ce qui reste
ça reste une chaussette. Et c'est quand même, faut peut-être le noter, quand ça reste à la fin et qu'on a toujours notre chaussette que je vais encore déplier, on a quand même encore une chose qui elle-même devient un contenant, puisqu'on va y mettre nos pieds. Enfin, moi, c'est ce que je fais avec mes chaussettes. Parfois, on peut faire marionnette, mais c'est quand même moins amusant. Et donc, les contes invitent aussi l'enfant dans un monde spirituel et le ramènent à la réalité. J'ai pas envie de dire que c'est du Bettelheim. Bettelheim, c'est postérieur à Benjamin. Mais il y a quelque chose ici de très proche au niveau donc de ce que le conte va transmettre en termes, on va dire, d'inconscient, de vérité, qui finalement n'est pas, enfin, qui est présentée comme nue mais qui ne l'est pas, et qui sera consolante, peut-être parce qu'elle est nue sous ses voiles, et qu'elle apparaît finalement nue dans cette transmission. Parce que ce qui compte, c'est que il y a bien une chaussette à l'intérieur et aussi une chaussette à l'extérieur qu'on n'avait pas vue et qui s'est transformée et qui reste une chaussette. Et on reste dans le quotidien. Et la bourse n'est qu'une illusion. Ma confiance dans la magie était déjà ébranlée, donc plus tard, on passe des contes au fantastique. Et donc c'est par des registres ou des genres littéraires que se fait cette transition des chaussettes aux contes et à l'armoire, et donc aux contes fantastiques, et à l'armoire qui va contenir les contes, armoire paradoxalement en verre, et en même temps opaque, et en même temps ouverte, et en même temps fermée. Ouverte à tous, sauf à l'enfant, ou du moins qui ne l'est que progressivement peut-être, mais on l'avait déjà vu avec le texte du manège, il me semble que lui j'en avais vraiment parlé. Benjamin, il fonctionne en superposant, parfois au sein d'une même phrase, des temporalités différentes, et ça passe par le lexique, les termes de l'enfance récent, des mots par moments d'une grande érudition, ou des remarques qui sont vraiment celles d'un adulte, qui vont arriver dans le regard de l'enfant. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui va mimer l'enfance, mais dans quelque chose qui va plutôt essayer d'accueillir le souvenir d'enfance et le souvenir de ce que ça a été d'être un enfant, et non pas de ce que... Il ne s'agit pas de se souvenir en tant qu'adulte de l'enfance, mais que l'adulte accueille ce qu'il y a d'enfance dans le souvenir. Et ça, c'est un peu plus compliqué, et c'est là où il me semble vraiment très très précieux. Les contes, là, ils vont être à la fois un modèle, une transition, mais donc également permettre le glissement d'une armoire à une autre. Et les contes fonctionnent ainsi comme une armoire interdite et qui s'ouvre, comme la chaussette, cache son secret et le dévoile. Et avec tous ces paradoxes que, on voyait bien que c'était une chaussette, on voit bien que c'est de la même couleur quand c'est la même paire. J'imagine que Benjamin avait des chaussettes appareillées, plutôt que dépareillées, ou pareillées, je sais pas comment on dit, appareillées. Et c'est le paradoxe d'un verre opaque qui fait ainsi un scandale, un chagrin du Mossad, qui n'attire d'abord pas l'enfant, mais dont Benjamin imagine, ou l'auteur, plus tard, qu'il aurait tout de même attiré à un autre moment, sans qu'on sache exactement s'il s'agit d'un moment présent ou d'un moment quelque part entre l'enfance et le temps de l'écriture. Et il fouille, et là encore, même mouvement, d'aller chercher au fond et d'aller chercher ce livre dont il s'agit de lire quelques pages pour sortir la chaussette, pour sortir le conte qui fait peur. Et ce conte qui fait d'autant plus peur qu'il se trouve, qu'il est lu à un moment d'attente, redouté, de retour des parents, et donc la canne du père qui rentre et qui est posée dans le parapluie ne correspond pas ici aux 3 coups qui annoncent le début du théâtre, mais à la fin du conte, et le père est presque un ogre à ce niveau-là. Les choses vont se télescoper. Et je pense ici qu'il y a vraiment des parallèles à tirer entre le père de Benjamin et le père de Proust. Benjamin a été un des traducteurs en allemand de Proust. Avec donc des éléments qui vont caractériser, on va dire, sociologiquement la famille. Le fait que cette armoire soit ouverte montre que on est dans une famille plutôt libérale, intellectuelle, qui va donc rendre mettre les livres en accès libre, même donc aux domestiques, même si pour l'enfant, ce qui
inquiète probablement, ce sont donc les récits qui font peur. Et c'est marrant, parce qu'il passe d'une armoire ouverte aux clés qui n'ont pas besoin d'ouvrir cette armoire pour préciser que toutes les autres sont fermées et en même temps perdues par la châtelaine, c'est-à-dire par la mère. Une châtelaine, c'est euh, un, une espèce de cordon, souvent en perles, que les maîtresses de maison portaient à la taille et qui va rassembler les trousseaux de clés. Et auxquelles on pouvait, alors il y a des châtelaines décoratives, mais auxquelles on allait souvent. Maintenant, ça peut se porter en sautoir aujourd'hui, une châtelaine, selon les modèles. Mais c'était fait pour être porté à la taille, puisque les femmes avaient très peu de poches, notamment, là il y a plein d'articles, je crois qu'il y en a vu sur Slate notamment, les femmes étaient privées de poches pour ne rien cacher, la châtelaine elle exhibe, hein, c'est un peu comme les bracelets de charms, sauf que ce sont les affaires de la maison, mais aussi après des petits ciseaux, des choses de cet ordre-là. Et tout est à la vue avec une châtelaine, ce qui en fait aussi un accessoire éventuellement de coquetterie, et un attribut qui fait que la femme qui la porte est la maîtresse de maison. Et au bruit de la canne répond ainsi le bruit des clés, certes perdues, de la mère, et qui, par le fait même qu'elle porte une châtelaine, et là ça n'est pas explicité, mais toute la construction du portrait de la mère à la châtelaine devient un portrait finalement de châtelaine. Parce que la châtelaine, c'est une métonymie, hein, finalement. Et la mère devient elle-même un personnage de conte, donnant ou non l'accès au conte. Et donc ce qui se passe quand on ouvre dans l'émerveillement du conte, de la chaussette, quand on ouvre la chaussette, eh bien ça devient ce moment où le conte envahit le réel et qui fonctionne particulièrement bien avec le fantastique, puisque le fantastique met en scène de l'extraordinaire sur fond réel. Il met justement en scène la consternation, le scandale, ce moment waouh, incroyable, sidérant, dont parle l'auteur en parlant de l'enfance, parce que l'enfance c'est du fantastique à volonté. Avec donc ces rituels un peu étranges d'enfermer le neuf dans l'armoire pour avoir du neuf plus tard, quand la préoccupation de l'enfant elle est surtout donc de renouveler le vieux, c'est-à-dire de s'approprier le neuf, mais aussi en fait de d'étendre la possession. Et une possession plus tard fait moins plaisir à l'enfant qu'une possession maintenant, d'où le passage sur les collections, et là en le redisant évidemment que j'ai beaucoup pensé à mon père. Parce que finalement il a une seule et unique collection, qui sont des objets, mais on le voit par les jeux des parenthèses, des pièces de cuivre qui étaient des boucliers, etc. La collection, elle est une collection matérielle, on a envie de dire de gris-gris, de petits fétiches, de presque déchets. Presque déchets, tout n'est pas déchets, pas les pièces de cuivre, mais de choses sans valeur ou avec peu de valeur, et qui ont une valeur en tant qu'ils sont ramenés à un autre ordre, on va dire, symbolique, fantasmatique, de conte, de récit, d'un autre récit qui se superpose au monde. Et à ce niveau-là, en fait, d'autres superpositions arrivent. Celle qui fait de la chambre dans la maison paysanne du comte, l'enfant de Marie, l'armoire dans l'appartement bourgeois plus moderne de la grande ville, c'est-à-dire de Berlin. Mais c'est aussi ensuite donc le buffet, comme ça, qui va superposer, et le buffet en tant qu'il est comparé à une colline, voire à une montagne avec de plus en plus d'ampleur, on a une gradation qui est splendide, c'est splendide comme texte. Je vous le dis parce qu'on ne peut pas dire autre chose, hein. On ne peut pas dire que c'est pas beau. Même ma petite seconde, elle me l'a dit. Mais quand le buffet devient temple, on a une comparaison qui en fait est une métaphore complète, qui va ramener du sacré dans l'objet du quotidien, un grand contenant en plus, un contenant inutile, mais qui fait que l'enfant devient lui-même, par le jeu de parallélisme, une armoire contenant, rassemblant ces objets, et que les armoires sont des dieux, habitants des temples. Donc l'enfant habite une armoire, comme le conte se trouve dans l'armoire, et il voit avec les yeux d'un dieu, ou les yeux du conte, ce qui est du gris-gris de la fin du XIXe siècle, autour de 1900, et qui, pour lui, va être offrande, présent, et en fait une forme de débauche sensuelle. Ça glisse.
Et cette débauche, elle se passe par, finalement, la relégation de l'armoire dans une forme de débarras qui ne sert à rien, sauf dans les cas très particuliers où arrivent des invités. Et comme chez Proust, hein, les invités, sont des moments particuliers. Bon, ce sont aussi les moments de la mondanité, voilà, de l'époque, et puis encore aujourd'hui. Hein, les invités, c'est un moment où on prépare et on transforme la maison pour en faire un autre lieu que le seul lieu de l'intimité. On est dans un moment d'extimité. Et à ce niveau-là, donc les objets, on peut noter cette énumération, hein. Les pots en argent et les soupières, les vases de Delft et les majoliques, dans ces niches et sous ces baldaquins en forme de conque, sur ces terrasses et ces estrades, entre ces portraits et devant ces boiseries. Et donc l'énumération des objets devient énumération des morceaux du meuble, ce qui donne l'impression d'une longue énumération et ce qui tire une continuité permanente entre le contenu et le contenant. Puisque le contenant est lui-même un objet qui permet de décrire d'autres objets qui sortent de lui-même. Et cela jusqu'à la boutade finale, la sortie de l'argenterie, le trésor d'argenterie. Et là, on voit comment le trésor de l'enfant, qui pourrait être un trésor de pirate en gros, est aussi trésor des parents, sorti pendant la grande occasion. Et la surabondance, hein, ce qui est exposé là n'allait pas par 10 mais par 20 ou 30. Parce qu'on va accueillir, on a de quoi, par, et ça c'est très 19e siècle, l'invention des nouveaux couverts spécialisés, hein, puisque un des grands buts de l'art de la table du 19e siècle, c'est de ne jamais toucher la nourriture. Et donc d'avoir des couverts spécifiques pour tout qui vont permettre un raffinement assez important et montrer une expertise qui est en fait une distinction. Et ça, si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo Dans quel monde vit-on ? Dans quel monde vit-on ? Il a, sur les objets, là, il y a toute une série. Et la question des couverts est notamment énumérée, traitée. Si j'y pense, je mets ça en description. Il sera content. Ils seront contents, on n'en voit qu'un, mais ils sont plusieurs derrière. Et voilà, et je regardais ces longues rangées de cuillères à moka et de porte-couteaux, de couteaux à dessert ou de fourchettes à huîtres. Une crainte rivalisant avec le plaisir, encore la sensualité, que je prenais à cette abondance, que les invités qu'on attendait maintenant ne fussent tous pareils comme nos couverts. Parce que le plaisir de l'abondance est un plaisir de la série. À l'abondance des couverts doit répondre l'abondance des invités. Et finalement, ce qui clôt ce texte, c'est la reproductibilité des couverts qui annonce peut-être donc celle des convives. Et c'est sur le mot couvert, et c'est là où je devrais vraiment regarder l'allemand, que s'achève l'extrait, ce qui en français fonctionne particulièrement bien pour un texte mettant à découvert le contenu. Beaucoup de choses vont alimenter le fantastique. Là, je relève juste en passant comme ça, une crainte rivalisait avec le plaisir. Les émotions de l'enfant sont décrites comme si elles étaient aussi extérieures que des objets, et qu'il s'agissait de les analyser ou de les observer plutôt qu'analyser, comme on peut observer le monde. Et ça passe notamment par l'usage de l'article indéfini. Et voilà, il n'y a pas ma crainte, c'est une crainte. On ne la connaît pas, elle est là, et en même temps, ça va aussi la minorer, en faire une espèce de retournement un peu amusant. Et en même temps, là, un article indéfini qui va donner une espèce de fantastique ludique, amusé, pas narquois, pas moqueur. Donc là, on est dans autre chose. Et sinon, ce que l'on a beaucoup, ce sont des articles définis, parce que tout devient rôle. Et c'est en ça qu'il y a une solennité, c'est que maman, papa, même si tous les enfants ou presque le disent, avec des variantes, c'est la mère, c'est le père. Et la femme de ménage devient la femme de ménage. Et c'est aussi pour cela que la religiosité se mêle, parce que tout devient solennel dans un monde unique dont on découvrira ensuite qu'il n'est qu'un type ou qu'un exemplaire parmi toute une série. Et j'ai envie d'en rester là. Je vous dis à bientôt.